Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour le 28e épisode aujourd'hui du podcast À côté de mes pompes, ce podcast consacré à la course à pied et au sport, mais c'est aussi pour moi un lieu d'échange à travers ces interviews qui me permettent d'aller à la rencontre de sportifs reconnus ou bien anonymes. Et ces sportifs peuvent m'apprendre beaucoup sur leur pratique, sur leur façon d'aborder cette passion, de gérer leurs entraînements, de gérer leur vie de famille, mais également d'intégrer ce sport dans une activité professionnelle. Donc ces échanges sont pour moi vraiment de très bons moments que je passe avec ces sportifs qui viennent vraiment d'horizons très très variés. Donc je les remercie à nouveau et je voulais remercier également mes auditeurs du vendredi matin, c'est Lefto qui à peine l'épisode publié l'ont déjà écouté, donc un grand merci à vous. Faites-vous connaître si vous êtes en voiture quand vous écoutez l'épisode le vendredi matin ou si vous faites votre séance d'entraînement. Je suis curieux, j'aimerais savoir à quel moment vous écoutez cet épisode. Alors pour moi cette semaine écoulée, donc je vous avais dit la semaine dernière que j'étais passé chez l'ostéo pour un petit déséquilibre au niveau de la hanche. C'est une semaine relativement light, programmée par David, mon entraîneur. Le volume et l'intensité sont moindres, ce qui me permet de travailler un petit peu le renforcement musculaire et tout simplement de me reposer avec des journées un petit peu off, sans sport et sans course à pied. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir Benoît Olzerny, athlète professionnel français, qui est un amoureux des crosses jusqu'au bout des pointes. En effet, depuis sa première licence en 1993 jusqu'à l'année passée, Benoît n'a raté aucune édition des championnats de France. Il a fallu que la pandémie de Covid arrive pour qu'il soit privé de sa compétition fétiche, à savoir les championnats de France de cross-country. Il n'y en aura pas également cette année puisque les championnats départementaux ont été purement et simplement annulés. Il devait se tenir le 24 janvier. Alors Benoît est un athlète professionnel, à la fois à l'aise sur piste, sur trail, mais également sur route. Et ses bons résultats sur route lui ont permis de faire partie de la team Adidas pendant plus de 9 ans sous la houlette de Dominique Chauvelier. Il a même été sélectionné pour les championnats du monde de semi-marathon en 2009. Alors aujourd'hui, Benoît baigne toujours dans le monde de la course à pied puisqu'il est ambassadeur et commercial pour la marque Saucony, donc marque de chaussures, ce qui lui permet de sillonner la France et de découvrir chaque jour de nouveaux terrains d'entraînement. Peut-être que vous le croiserez donc sur vos lieux de résidence puisqu'il se balade de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Ses objectifs pour l'année 2021 sont très incertains. Il devait débuter sa saison avec les championnats de cross qui sont donc annulés pour entamer ensuite une préparation en vue de l'UTMB. Donc là on sera sur le mois d'août. Donc il va poursuivre sa préparation pour cette échéance en trail cette fois-ci. Alors avant de vous laisser profiter de cette interview, je voulais faire un petit coucou également à Pascal du magasin Running Conseil à Orléans qui m'a mis en relation donc avec Benoît, et merci Benoît pour cet échange rempli de simplicité, de bienveillance et d'écoute. J'ai vraiment passé un bon moment en ta compagnie, mais comme c'est le cas de toute façon avec tous mes athlètes et tous les invités qui ont pu se succéder donc sur ce podcast À côté de mes pompes. Eh bien je vous laisse en compagnie de Benoît Olzerny pour ce 28e épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Alors aujourd'hui dans le podcast, j'ai la chance de recevoir Benoît Olzerny, donc athlète de haut niveau qui aujourd'hui travaille pour la marque de chaussures Saucony. Benoît, tout d'abord bonjour et je te présente mes meilleurs vœux en ce début d'année 2021. Comment vas-tu ? Bonjour à toi, merci de me recevoir. Meilleurs vœux également à toi pour cette nouvelle année. Et espérons qu'elle soit un peu plus tranquille, même si elle n'était pas forcément mauvaise pour la course à pied, mais elle sera un petit peu mieux, j'espère. Donc tout va bien, côté sportif et pro aussi, et familial, donc tout va bien. Alors tu as passé de bonnes fêtes. Est-ce que tu as couru pendant cette période de vacances qui était présente pour toi ? Oui, après les vacances, c'est pas forcément les périodes que je préfère pour m'entraîner parce qu'on est à un rythme plus cool, surtout Noël où voilà, on essaie de prendre un peu plus de temps, même si c'était un peu plus restreint de voir la famille cette année. Mais voilà, il y a pas
2 jours d'affilée, on va dire, sans courir. Donc effectivement, voilà, la course à pied fait partie de ma vie depuis quelque temps. Donc les vacances, on en profite en faisant différemment, mais voilà, on s'entraîne toujours. Donc pas de coupure pour toi pendant ces vacances, tu continues quand même à courir? Non, la coupure, on l'oriente plutôt par rapport à des objectifs. Alors voilà, maintenant il y a des objectifs peut-être plus virtuels qui ont eu lieu sur 2020, mais voilà, comme je dis, sur purement entraînement, il faut garder l'entraînement pour les mois à venir, pour pas décrocher, pour être toujours performant, parce que voilà, il y a ce côté envie de dossard qui est toujours là, donc on se maintient et mais il y a aucune contrainte, c'est du plaisir, donc tant que ça reste comme ça, voilà, c'est le côté que j'aime de la course à pied aussi. Alors, je vais te laisser tout d'abord te présenter sur un plan, on va dire, c'est un peu le côté état civil, et puis on abordera ensuite tes débuts dans le running et jusqu'où tu as pu performer par la suite. Donc je vis au Mans avec ma compagne Séverine Hamel, mère de mes 2 enfants aussi, qui ont 10 et 3 ans. Donc on est tous les deux, on va dire, à un niveau égal d'entraînement. Donc ça met le cadre aussi familial et du coup aussi les orientations qu'on prend dans notre vie, dans nos vacances également, dans notre quotidien. Mais voilà, ça permet de cadrer aussi. C'est une famille sportive, on va dire. 43 ans pour moi, 42 pour Séverine. Donc voilà, on est en fin de carrière, on va pas se le cacher. On a profité des belles années. Voilà, après moi je suis commercial depuis quelques années maintenant pour la marque Saucony. J'ai travaillé dans d'autres marques avant. Et c'est vrai que je m'étais consacré auparavant un petit peu plus à la course pour essayer d'aller chercher le mieux de mes capacités, on va dire. Donc de m'investir un petit peu. Donc voilà, professionnellement, j'avais plus une activité qui me permettait de gagner ma vie sans forcément chercher le plaisir dans cette activité-là. Je le gardais pour justement pour le caser des entraînements au mieux et pour essayer de trouver le meilleur de moi-même, voilà, les meilleurs perfs possibles. Alors, à quand remontent tes premiers pas en course à pied? Est-ce que depuis ta tendre enfance, par le biais de tes parents, par le biais de ta famille, tu étais déjà bercé dans ce monde de la course à pied ou est-ce que c'est venu beaucoup plus tard? Pas du tout. Alors, on est une famille de sportifs. Voilà, c'est un peu les valeurs aussi auxquelles je suis attaché. C'est de l'effort physique plus que du sport en compétition. Et on avait l'avantage d'avoir une maison en montagne, donc dans la vallée de l'Ubaye, pour ceux qui connaissent, donc dans les Alpes d'Haute-Provence. Je suis originaire de Nice, il faut le souligner. Je suis au Mans depuis 10 ans, depuis 15 ans même. Mais voilà, on est originaire du sud, on avait cette chance-là et toutes les vacances, on les passait en montagne, donc soit avec des chaussures de randonnée, soit avec des skis de fond, de piste, de rando. Donc voilà, l'éducation a été sportive. J'ai 2 frères et une sœur et j'ai un frère qui est 3 ans plus âgé que moi, qui a commencé lui la compétition de natation assez tôt, vers 8 ans, et je pense que c'est lui qui nous a un petit peu mis dans le bain de la compétition. Mais voilà, moi, les premières courses, c'était du NSS au collège, un petit peu comme tout le monde. Un cross, voilà, on découvre quelques capacités, on se fait plaisir avec les copains. Mais ma première licence, je l'ai prise à 15 ans, en 14-15 ans, donc j'étais KD1. Donc avant ça, j'ai fait du tennis, du handball, et puis voilà, un peu de sport scolaire. Et encore une fois, voilà, de la montagne, beaucoup de montagne. Ce qui m'a permis on revient un peu sur ma présentation, mais sur d'avoir passé mon diplôme d'accompagnateur en montagne. Donc c'est pas en venant en Sarthe que je m'en sers le plus, mais voilà, ça permet aussi d'avoir une base d'encadrement qui m'a permis aussi après d'avoir un diplôme d'État qui permet d'encadrer et de l'entraînement, parce que j'ai fait en parallèle une maîtrise STAPS entraînement, donc qui permet de concilier un peu tout ça, donc de conseiller, d'entraîner, en plus de ma activité professionnelle aussi.
Cette maîtrise STAPS, c'est ce que tu as fait à l'issue du collège et du lycée? Tu t'es orienté Exactement, tout de suite vers voilà. le C'était monde du sport? le cursus. Alors voilà, moi c'était le sport, c'était être dehors, être dans une classe, c'était assez difficile pour moi, on va dire. J'attendais qu'une chose, c'était de sortir pour aller m'évader un petit peu, trouver une activité sportive quelle qu'elle soit. Mais voilà, il fallait se dépenser. C'était un petit peu ce qu'on avait tous dans les gènes, on va dire, dans la famille. Donc les retrouvailles aussi familiales font partie des bons moments de l'année parce qu'on se retrouve aussi pour aller ou crapahuter en montagne ou autre. Mais du coup, voilà, c'est vrai que cette filière STAPS, je l'avais, ça m'a permis d'approfondir le côté un peu plus livre et enfin continuer cet apprentissage un petit peu voilà par les livres sur l'activité physique. Du coup voilà, je licence à Nice, maîtrise à Grenoble, et après c'est vrai que j'ai eu envie aussi de rester un petit peu en montagne, donc d'où l'accompagnateur en montagne. Voilà. Alors, est-ce que tu as un souvenir de ton premier dossard ou du moins de la première course qui t'a dit là, il y a du potentiel et je vais pouvoir performer dans les années à venir? Avec du recul, pas trop. Ça a été un enchaînement. Genre, je vais pas dire logique, mais c'est vrai que on a une fratrie. On s'est voilà débrouillé assez bien jeune. Donc je voyais mon frère qui a fait pareil sur des crosses en étant sur des podiums assez tôt. Pour moi, voilà, je prenais le départ d'une course, c'était pour aller faire un podium et pas forcément juste pour courir, surtout quand on est jeune où voilà, hein, c'est la médaille, c'est la coupe et puis c'est le résultat. Donc ça a été un peu ça. Donc ça a été la première victoire sur un championnat de cross académique. Je vais être en 5e peut-être, donc ça doit être ça. Après, il y avait un cross qui était important dans le sud, c'est le cross ce matin où chaque année on y allait. Donc les premières années, j'y allais en tant que non licencié, mais on était mélangé avec les licenciés. Donc je me bagarrais avec des coureurs qui étaient en club. J'étais aussi dans le top 3, 4, 5, mais je gagnais toujours en non licencié. Donc le résultat, il y avait des super lots. Enfin voilà, c'est des souvenirs qui aident. Et puis c'est vrai que ma première licence, c'est mon autre frère qui court aussi, donc qui est toujours dans le sud, qui m'a incité un petit peu à venir. On s'est retrouvé à un club j'étais le plus jeune, il y avait que des seniors, mais c'est vrai que ça me dérangeait pas et on se retrouvait à se tirer la bourre et j'ai pu vite rivaliser même avec des seniors. Donc c'est le côté le côté intéressant, motivant. Et puis dès la première année, je me suis retrouvé à un championnat de France de cross. Donc après 4 compétitions quasiment, j'étais sur un championnat de France. Donc voilà, c'était les résultats qui ont incité aussi à continuer dans le demi-fond et le fond plus que dans une autre discipline de l'athlétisme aussi. Alors, est-ce que tu as découvert d'autres terrains de jeu? Bon, je pense que la montagne, le côté trail était quelque chose que tu affectionnais. Tu es passé par la piste également avant de performer sur route? Oui, c'était les bases. On va dire que, je sais pas si pas en parlant entre guillemets en vieux, mais les années 90, c'était encore des années où voilà les jeunes, je pense que c'est encore maintenant le cas, mais ça se diversifie beaucoup plus. Où le passage sur piste et cross était quasiment obligatoire. Avant, il y avait beaucoup moins aussi de possibilités de course à faire. Donc, en fait, c'était une suite logique cross piste sur les saisons. Ça s'articulait simplement, novembre à mars du cross et puis de la piste le reste de la saison. Et puis l'été, c'était après les championnats de France, c'était le repos avant de repartir sur une nouvelle saison. Mais donc du coup piste et cross sur mes années cadets, junior, espoir, où là aussi voilà j'ai eu des places de finaliste, j'ai pu avoir quelques bons résultats aussi, on va dire, pour l'investissement que j'avais. Alors le cross reste quand même ta marque de fabrique, ta passion, ton amour, on va dire, au niveau des courses, parce que, et ça j'avais échangé avec Pascal, donc du magasin Running Conseil, qui nous a mis en relation tous les deux. Tu n'as pas manqué un championnat depuis ta première licence. Voilà, c'est ça, depuis 1993. Donc j'étais assez frustré
l'an passé en 2020 où j'allais faire mes 27 ou 28e donc d'affilée. Donc c'est vrai que c'est ma petite fierté. Après voilà, ça c'est assez personnel, mais c'est aussi comme ça que je vois les choses. Néanmoins, c'est vrai qu'à Vittel notamment, j'avais fait les France en 94 et je les ai refait donc du coup en 2019. Et c'est que j'étais le seul athlète en France à avoir réalisé ça. Du coup, la FFA m'avait gentiment invité sur les cérémonies d'ouverture entre guillemets. Et voilà, c'est une discipline, c'est vrai que j'affectionne parce qu'elle regroupe tout, les qualités de vitesse, d'endurance, de technique, parce que même si les championnats de France sont souvent sur des hippodromes, on a quand même des crosses en amont qui peuvent être très techniques. C'est une bonne préparation, on n'a pas de chrono, on est directement avec l'adversaire. Donc voilà, c'est la lutte d'homme à homme, c'est le meilleur qui gagne. Point, il y a pas de on peut pas tricher sur ce genre d'épreuve. Et quand on n'est pas bien, ça se voit aussi tout de suite. Donc c'est vraiment le reflet vraiment de la course à pied. Et voilà, ça débouche et ça permet de faire beaucoup de choses parce que même si je l'ai fait chaque année, ça m'a pas empêché après de faire de la piste, de la route, du trail. Donc ça ouvre les possibilités de toutes les préparations, je dirais printanières et estivales. Pour toi, ce serait la base d'un travail pour bien préparer une saison, d'attaquer par les crosses. Tu encourages Oui, parce que les personnes que tu suis en entraînement à se exactement. lancer sur le cross? Alors après, c'est pas évident de trouver les crosses, de trouver la motivation, d'aller courir, de se mettre des fois dans des états où on finit pas bien physiquement, mais voilà, dans des conditions pas terribles parce qu'il peut faire froid, on est sous la pluie, dans la boue. C'est pas ça uniquement le cross. Hein. On a des belles journées ensoleillées dans des belles forêts où on prend autant de plaisir. Mais voilà, il faut accepter de passer par là. Mais effectivement, c'est comme j'ai dit, ça regroupe toutes les qualités, donc de vitesse, d'endurance, des travails musculaires parce qu'on travaille la côte, donc on travaille toutes les filières l'hiver, ce qui permet d'avoir les bases pour après soit passer sur du court, du long ou du très long. Mais voilà, c'est le passage pour moi obligé et je pense que je suis pas le seul à le penser dans le milieu des entraîneurs ou même des pratiquants, quoi. Alors, quel est le secret de cette longévité? Parce que de 93 jusqu'à aujourd'hui, donc tu performes sur ces championnats de France. Tu as terminé, il me semble, 3e Master des France en 2017. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui fait que tu arrives justement à garder ce niveau et année après année à toujours être dans les bien classés? Il y a peut-être à la base, un facteur génétique où je peux remercier mes parents qui ont donné une bonne base physique, c'est-à-dire que que ça soit musculaire, tendineux, articulaire, jusqu'ici, il y a pas eu de blessure non plus. Donc c'est tout ça. Il y a la passion qui fait qu'après on est prêt aussi à recommencer chaque saison, à repartir, à remettre les pointes, à retrouver ses conditions hivernales. Et après il y a une connaissance, mais ça je l'ai appris un peu plus tard, vraiment de moi. Donc au niveau entraînement, ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne, que je m'auto-entraîne. Donc j'ai eu des entraîneurs, qui m'ont apporté tous de très bonnes choses. Donc après c'est faire un mix de tout ça, voir de quoi on est capable, et après se donner les moyens. Donc toujours être comme dit, on est toujours sur une corde. Donc soit on en fait trop et on va entre guillemets à la casse et ça progresse, mais voilà difficilement. Soit on n'en fait pas assez et on stagne. Il faut trouver le juste milieu et je dirais que c'est aussi ça qui m'intéresse dans cette pratique-là, c'est que on est vraiment on se livre complètement et on doit vraiment faire une introspection pour aller chercher le meilleur de soi-même et c'est d'autant plus gratifiant quand c'est moi-même qui m'entraîne et qui suis pratiquant. Donc voilà, je suis les deux, donc je sais que mes résultats je les dois qu'à moi-même. Donc c'est vrai que c'est ce côté aussi gratifiant. Mais j'aime la préparation, la compétition c'est une chose, mais c'est vrai que c'est toute cette préparation, cette mise en place que j'apprends en entraînant aussi, hein, parce que les autres le fait d'entraîner, j'ai des retours différents et ça m'aide aussi sur moi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me fonctionne dans les deux sens. Donc j'apporte mon expérience, mais les retours des athlètes me permettent aussi. Et du coup, ça construit un tout qui fait que j'ai toujours plaisir. Après, il faut ne pas se
trop s'enfermer dans quelque chose et être ouvert. C'est pour ça qu'après voilà, la piste j'ai mis entre parenthèses et je suis allé plus sur la route pour m'investir plus sur la route. Puis une fois la route, j'avais fait pas le tour parce que c'est difficile de dire qu'on a fait le tour, mais je suis allé sur le trail pour me diversifier. Mais c'est à la base, on a 2 jambes, 2 bras, une paire de chaussures et puis on fait la même chose. Qu'on le fasse à 10-12 à l'heure ou à 20-21 à l'heure, on doit mettre un pied devant l'autre et on doit s'entraîner. Il y a des similitudes, donc voilà, c'est cette diversité aussi qu'on peut trouver dans la course à pied qui permet aussi de me maintenir toujours présent, quoi. Alors, même si tu dis avoir 43 ans et que ta carrière soit en partie derrière toi, je pense qu'on peut se bonifier également avec l'âge, vu que tu te connais maintenant parfaitement bien. Est-ce que tu ambitionnes peut-être un titre de champion de France ou voire au-delà? Je ne sais pas s'il y a des possibilités. Alors un titre de champion de France maintenant, ça me paraît un peu compliqué parce que voilà, il y a le côté, enfin que ce soit sur 10, sur semi, sur marathon même, voilà, il y a quand même du 109 qui arrive chaque année. C'est une catégorie master où on peut dire si chronométriquement on va dire on régresse pas trop, bah c'est qu'on progresse encore. Parce que les facteurs physiologiques font que on commence à avoir de la perte musculaire, on commence à avoir tout ça, enfin qui intervient. Le côté mental, parce que j'ai le plaisir, mais après il y a peut-être un petit peu moins de niaque comme on dit que quand j'étais junior, même si quand je suis un dossard je lâche rien, mais il y a quand même cette petite différence. Donc après musculairement quoi qu'il arrive, physiologiquement il y a quelque chose qu'on peut pas rattraper. Le côté expérience peut faire la différence. C'est ce qui m'a permis sur je fais 3e la première saison en master, après je fais 2 fois 7e, 8e. C'est ce qui m'a permis cette expérience-là d'avoir ces places-là. C'est une gestion de course, une gestion d'entraînement, tout ça qui font que voilà, j'arrive à maintenir. Après, là où moi je vais rechercher maintenant plus le résultat entre guillemets, c'est le côté personnel. Donc là voilà, j'ai un UTMB que j'ai pas pu faire en 2020, que je vais essayer de faire en 2021 si tout est ok au niveau sanitaire on va dire. Mais c'est une épreuve voilà où évidemment encore une fois j'ai un dossard, donc j'aurai les crocs on va dire, mais c'est des expériences que je ne connais pas encore vraiment, donc c'est plus ça que je vais rechercher. Un 10 km, je sais ce que c'est, je connais la douleur, je connais l'entraînement, je connais à peu près les adversaires et je sais que un tel est plus fort et que il faut beaucoup de scie pour que je sois devant et ça suffit pas en course à pied quoi. Donc non, c'est des titres voilà pour de ce côté-là, c'est pour ça que je dis que c'est derrière moi. Maintenant, il y a ces nouveautés, il y a ces nouvelles courses, il y a plein de choses encore à faire quoi. Alors comment tu te positionnes justement par rapport à ces courses connectées? Est-ce que tu en as réalisé quelques-unes en 2020? Est-ce que ça t'attire ou pas vraiment? Alors les courses connectées, déjà j'ai pas besoin d'être connecté pour faire une course parce que voilà c'est soit on est face à quelqu'un et puis on peut rivaliser directement, soit on est dans son coin et puis on le fait à travers des réseaux qui sont discutables, qui sont encore une fois très très bien et qui permettent à beaucoup de monde d'avoir des données, des retours. Et petite parenthèse, c'est vrai que c'est quelque chose de très important dans l'entraînement parce que ça permet de suivre les athlètes aussi. Donc c'est tout ça. Après le côté connecté, je pense que sur le premier confinement, ça a plu, ça a bien marché. Effectivement, j'ai fait une ou deux courses comme ça sur un petit comité, on va dire. Après, voilà, je suis pas forcément fan parce que c'est vrai que c'est dès qu'on met quelque chose, surtout des distances comme un kilomètre ou un 5 kilomètres où là les parcours, les mesures GPS vont être tellement différentes des unes aux autres. Voilà, moi qui suis assez, on va dire, pointueux sur le chrono, 10 secondes sur un 5 km, c'est énorme. On sait jamais si c'est vraiment fiable. Après, je pense que la course connectée, elle est intéressante quand voilà, il y a un but caritatif derrière, quand on s'engage pour une cause, quand et là on met le résultat de côté, on met le chrono de côté, voilà. Effectivement, c'est vrai que moi j'ai expérimenté l'Equiden, donc proposé par ASICS, donc ça permettait de regrouper quelques connaissances pour courir du moins ensemble sur cet événement-là. Après, j'ai pas vraiment accroché. Je dirais que le côté de challenge, on peut se le donner de façon personnelle. Oui, c'est ça. Ouais.
Ça peut inciter une partie des gens qui ont pas forcément un passif de coureur et qui se retrouvent là, au bout de 2 ans de pratique par exemple, dans une période très compliquée, à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais, avec qui, comment? Et du coup, cette interaction fait que voilà, on peut se remotiver grâce à ça. Je cache pas que c'est vrai que l'application que tout le monde connaît, Strava, elle aide pour ça. On peut indirectement, enfin voilà, se comparer sans entre guillemets, parce que c'est le mot se comparer, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus sur cette application-là, mais ça permet de donner des idées de ce que font les uns les autres, de se dire voilà, je suis pas le seul à faire ma séance dans mon coin, je sais qu'il y en a un autre qui est aussi en train de galérer, qui est aussi en train de se donner les moyens de réussir. Donc c'est vrai que c'est ce côté agréable de l'application, on va dire. C'est vrai que pour Strava, j'ai retrouvé une de tes traces, donc après faille, sur mon lieu de vacances, où je dis tiens, Benoît, il est passé par là, et sur la petite côte là qui monte jusqu'à la pointe de Saint-Gildas, il a bien performé, parce que souvent avec le vent de face, c'est difficile d'accélérer. Donc il est vrai qu'il faut prendre ces réseaux sociaux avec prudence, réseaux sociaux liés à la course à pied. Est-ce que tu mets en garde toi tes athlètes par rapport à ces outils connectés? Oui et non. Après, on a les applications qui sont directement liées à la montre, qui ont les données qu'il faut. Donc, comme je disais, le cardio très important, les récupérations, la distance approximative, mais sur un entraînement à long terme, c'est suffisant. Donc ça c'est important. Après, le côté application, bon, Strava, c'est qu'il y a souvent des challenges, il y a souvent tant de kilomètres à faire dans le mois. Donc après, ça déborde un petit peu. Les gens sont un petit peu trop sur leur montre, soit en regardant les kilomètres. Donc dès qu'ils vont chercher le pain, ils mettent la montre pour cumuler 1 kilomètre de plus. Donc il y a tout ça qui fait que on devient un petit peu tributaire. Mais enfin ça, on est dans une société où les réseaux sociaux en général nous prennent pas mal de temps dans la journée. Donc ça en fait partie. On va dire que c'est peut-être un réseau social qui est sain et qui apporte le côté dépenses énergétiques et sportif qui est intéressant. Après voilà, la mise en garde, oui, elle est. Après c'est chacun assez grand. Moi j'encadre des adultes, donc ils sont assez grands et ils font ce qu'ils ont envie. Moi je prends les données qui m'intéressent et avec le recul, voilà, on peut savoir exactement ce qui a été fait. Alors pour revenir maintenant sur ton évolution à partir de ton début donc dans la course à pied sous licence jusqu'à tes meilleures performances. Comment s'est passée justement cette évolution? Tu as fait partie donc de la team Adidas, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, et exactement. Comment tu as été repéré? Comment ils sont venus à toi? Après, c'est se donner les moyens, se donner les chances, aller vers des bonnes opportunités, on va dire. Il faut se les créer. J'étais à un âge, à un moment de carrière où c'était en 2003, 2004, 2005. Je me disais bon voilà, là je m'entraîne, maintenant ce serait bien de passer peut-être un cap. J'ai pas envie d'avoir trop de regrets. En même temps, bon voilà, on sort d'une formation universitaire, il faut commencer à travailler, ça fait partie de l'évolution normale, on va dire. J'avais mon diplôme d'accompagnateur où j'encadrais, je me faisais vraiment plaisir en montagne. Je me suis dit, je mets entre parenthèses la montagne, elle va pas bouger de toute façon sur les années à venir. Je pourrais y retourner quand j'en ai envie. Par contre, la course à pied, je sais que voilà, les années sont comptées. Donc j'ai pris mon téléphone, puis je savais très bien qu'il y avait un club en Sarthe qui était Endurance 112 à l'époque, qui avait une très bonne équipe sur route en cross. La piste, voilà, je savais que voilà, je voulais m'investir un peu plus sur du long, donc sur marathon notamment, et notamment avec Dominique Chevelier qui était à la tête de ce club. Donc ça s'est fait comme ça, et puis en quelques mois j'ai atterri en Sarthe, où le club m'a permis de m'entraîner parce qu'on a créé un emploi, donc j'encadrais les jeunes, je faisais de l'administration, donc j'avais 25-30 heures maximum, mais ça me laissait le temps de m'entraîner, ça sur quelques années quand même. Donc voilà la petite transition de peut-être de coureur amateur à coureur un petit peu plus investi. Professionnel, c'est difficile parce qu'on n'est pas un sport professionnel, donc il y a plein de choses qui doivent rentrer en jeu. J'étais prêt à pas forcément rouler sur l'or, mais à pouvoir vivre et profiter de quelques années de ma passion, ce que j'ai fait.
pendant quelques temps, et puis ça m'a permis voilà, l'objectif pour moi était d'avoir une sélection en équipe de France, donc au moins une. J'en ai eu au moins une, donc donc sur ce marathon en 2009. Donc et le fait d'arriver en Sarthe, bah voilà, c'est des portes qui s'ouvrent parce que bah on avait quand même un personnage comme Dominique Chevalier qui pouvait nous permettre d'être présents sur des grosses courses au niveau national. Donc ça a permis de se faire un petit peu mieux connaître là-dessus, d'intégrer le team Adidas effectivement dans lequel j'étais pendant 10 ans. Donc après c'est des relations qu'on met en place, c'est des résultats, c'est des retours qu'on fait, c'est plein de choses qui fait qu'on reste dans le milieu. Et puis après bah voilà cette période-là, et puis après la transition, elle se fait naturellement, elle s'est faite naturellement, on va dire, enfin avec du recul, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà où je travaille pour une marque, donc c'est vrai que c'est assez voilà avec ça me fait plaisir d'être arrivé là où je suis grâce aussi à ces années course à pied, on va dire. Alors, est-ce que tu as des regrets? Parce que tu évoquais tout à l'heure le au moins une sélection. Est-ce que tu aurais aimé peut-être aller plus haut? Qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, avec ce recul que tu as, a pu te manquer pour franchir un palier encore plus important? Même si ta carrière, on doit l'avouer, est plus que brillante, et encore toutes mes félicitations sur ce beau parcours. Mais qu'est-ce qui t'a manqué? Peut-être que c'est le au moins une sélection, et j'aurais peut-être dû me dire au moins 5 ou j'en sais rien. Ça m'aurait peut-être poussé plus. Je suis arrivé en Sarthe pour espérer une sélection parce que je voyais des chronos qui me paraissaient abordables pour moi, de 2h15, 2h16. Alors ça se faisait pas en claquant les doigts, mais je me disais peut-être qu'avec un investissement, c'était quelque chose qui me permettrait d'avoir une sélection sur marathon. Ça s'est pas passé. Sur marathon, il fallait autre chose. On avait pas mal aussi de compétitions autres avec le club, donc ça a été très bien, et ça a peut-être, je sais pas du tout, mais entravé un investissement sur marathon, parce que j'en faisais un par an, donc pour moi avec le recul c'est pas suffisant. Il en faut au moins deux grosses préparations pour pouvoir être performant, et ça sur au moins 4-5 ans. Donc je dirais sur marathon le regret que j'ai c'est celui-là. Maintenant c'était un choix à l'époque. Peut-être que si je reviens à la même époque avec les mêmes choix, je referai la même chose. C'est possible. Donc le regret, il est vraiment infime. Et voilà, après c'est pas un regret parce que voilà, je fais mon chrono sur semi voilà, peut-être à une trentaine de secondes près. J'aurais peut-être pu mieux faire. Voilà, peut-être que, enfin pas sûr, mais avec des chaussures à l'heure actuelle qui sont répandues sur le milieu, c'est sûr que j'aurais mieux fait chronométriquement, mais j'ai atteint, on va dire, sur quelques distances, voilà, le top, ou pas loin, quoi, en tout cas. Après, c'est le propre de l'athlète qui est jamais satisfait de toute façon, donc on a toujours envie de plus, et on se dit toujours qu'on est capable de plus, mais à un moment donné, bah, il faut peut-être se satisfaire de ce qu'on a. Alors, est-ce que cette période, donc avec la team Adidas, donc sous le coach Dominique Chevalier, est-ce que tu penses que c'est tes meilleurs moments au niveau de ta carrière, ou est-ce que finalement il y a peut-être d'autres moments qui sont plus marquants et des moments plus révélateurs pour toi? Je dirais qu'après c'est un petit peu chaque discipline, et en fait, mais sur le retour que j'ai, c'est un peu ça. C'est que sur piste, par exemple, mes meilleurs moments, ils étaient avant, parce que c'est mes meilleurs chronos, parce que je m'investissais sur piste et que j'attendais beaucoup. Effectivement, sur route, c'est mes années, on va dire, c'est celle-ci. Hein, c'est voilà, on va dire 2009 avec cette sélection, sont mon meilleur chrono sur semi. Enfin des choses comme ça, même si j'ai fait des chronos avant. Donc toutes ces années où j'ai pu courir voilà toutes les grandes classiques dans les meilleures conditions, que ce soit Paris-Versailles, que ce soit voilà le marathon de Paris, enfin plein de belles courses comme ça. Et l'après, où après je me suis dit bah voilà, je continue la course, mais en même temps j'ai découvert aussi par l'intermédiaire de Adidas qui a pas scindé, mais il y avait quand même un petit groupe trail et un petit groupe route. Et moi, j'ai joué quelques temps entre les deux, et après, j'ai plus basculé sur le côté trail. Et voilà, ça m'a redonné où j'ai retrouvé, où j'ai eu l'envie un petit peu de retrouver la montagne à ce moment, j'en sais rien, enfin ou quelque chose de plus nature. Et surtout, ben
un autre effort, autre chose, et puis comme je le disais, quoi, un nouveau départ. J'étais nouveau dans le trail et ça m'a permis de me relancer. Donc c'est voilà la piste jusqu'au début des années 2000, la route jusque 2010 on va dire, et puis ensuite c'était des années un peu plus trail, mais toujours ce fil conducteur de cross qui a toujours été là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu les différentes décennies, on peut les scinder comme ça. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive dans un team comme ça, où tout est organisé pour que tu puisses avoir les meilleures performances possibles? Quand on s'aligne sur une course, que tout a été mis en place, est-ce que tu étais relativement confiant? Quel était ton état d'esprit quand tu abordais ces grosses compétitions? Non, on n'est jamais confiant parce qu'on a beau mettre tout en place à côté. C'est des préparations sur le long terme qui sont l'aboutissement d'un résultat. C'est pas les 3 dernières semaines, c'est pas. Donc il y a toutes ces étapes à prendre en compte et bah des fois je suis passé complètement à travers. Même si on a toutes les conditions, ça suffit pas. Et puis des fois quand on s'y attend pas, bah c'est là où on fait la performance. Donc je dirais que c'est quand on a tout ça en main, on n'a pas de questions à se poser et on n'a pas le droit de se dire voilà, il faut s'en prendre qu'à soi-même parce que c'est parce que à un moment donné on a trop fait à l'entraînement, on n'a pas fait assez, peut-être qu'à un moment de la course on n'a pas assez donné ou peut-être qu'on a mal géré, mais c'est soi, c'est quand on a tout ce qu'il faut en termes d'équipement, qu'on a de quoi manger, vivre, bien, voilà, tout fonctionne. Il n'y a pas de raison de se planter. Donc quand on rate, voilà, il faut se remettre en cause et heureusement qu'on a des échecs parce que autrement, voilà, je pense il y aurait peut-être un peu moins de remise en question et on progresserait sans doute un petit peu moins vite ou ça serait différent quoi, en tout cas. Mais voilà, les moments, comme je dis, hein, souvent dans une année, les moments où tout est réuni, déjà dans une année, c'est rare. Des fois, malheureusement, c'est à l'entraînement qu'on se dit, bah là, c'est dommage, ça aurait été bien qu'il y ait une compétition parce que tout était là. Donc pour trouver vraiment le bon moment, bah il faut, comme je disais au début, il faut se connaître et puis mettre tout en fonction, en ordre pour arriver dans ces conditions-là. Mais il y a toujours des points d'interrogation. Donc c'est ce qui fait le charme aussi de la course à pied, c'est que voilà, rien n'est fait tant qu'on n'est pas, je dirais, aux 3 quarts de la course, quoi. Et est-ce que tu pensais, en accédant finalement à ce niveau-là, pouvoir y arriver un jour? Est-ce que le petit Benoît, quand il a commencé sa pratique de la course à pied, pensait pouvoir un jour atteindre cette carrière et ces performances? Bah, je dirais que peut-être que je rêvais de plus même, mais justement, ça fait partie aussi des rêves. Il faut en avoir parce qu'autrement, on commence rien et on se bat pas. Mais je pense que tant qu'on progresse, voilà, on a des objectifs à court terme, puis petit à petit, on s'en met un peu plus loin. Mais voilà, quand on va, on fait finaliste ou on est proche d'un podium à un championnat de France, on rêve, voilà, on rêve de Jeux Olympiques. Après, on retombe vite les pieds sur terre. Mais encore une fois, quand tous les ans, sur 1500 mètres qui était voilà ma distance, ma discipline, on va dire, un petit peu phare sur les années pistes, on prend 3-4 secondes chaque année. Bah à ce rythme-là, on se dit que on peut vite accéder au haut niveau, mais en fait, voilà, on s'aperçoit que c'est pas comme ça, quoi. Il y a des années où pendant un an ou deux, on progresse plus, et puis d'un coup ça repart, et puis et c'est les années où on commence à peut-être c'est où on s'approche un peu plus de son meilleur niveau. Donc après voilà, j'ai essayé de le retransmettre sur la route, et puis voilà, c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui m'a permis d'arriver malgré tout à ça, d'avoir des rêves toujours un petit peu plus fort, un petit peu plus haut, et puis comme ça voilà, ça permet de chercher, de se dépouiller un peu plus et d'arriver à minima à faire quelque chose d'intéressant quand même, quoi. Donc mais voilà, quand j'ai pris ma première licence, non, ma première licence c'était voilà, on va se défouler, on retrouve les copains, on essaie d'être meilleur qu'eux et puis dans une bonne ambiance, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. C'est que après quand on franchit un petit peu les paliers, quand on se retrouve avec des athlètes internationaux, avec quand on côtoie un petit peu tout ce milieu,
on peut rêver, qu'on puisse s'amener aussi à notre place aussi. Donc voilà, c'est une très très bonne école de la vie aussi, c'est la course à pied, quel que soit le niveau. Alors, après cette brillante carrière, comment tu as basculé vers ce rôle de commercial dans toujours la course à pied, puisque maintenant tu es commercial pour la marque Soconi. Comment tu en es venu là? C'est aussi des opportunités comme cette venue dans la Sarthe avec la collaboration avec Dominique Chevelier? Ben un petit peu, je veux dire, parce que le fait donc du coup cette connaissance du terrain, du milieu, des différentes courses et de beaucoup de monde finalement. C'est un petit milieu, mais voilà, où on se retrouve régulièrement ensemble, a fait que c'est une autre marque qui m'a contacté avant, qui était Mizuno, qui cherchait quelqu'un pour plus côté marketing, pour faire le lien entre le terrain et les bureaux, donc faire le lien entre les organisateurs, entre les athlètes. Donc voilà, j'ai été responsable du team Trail Mizuno qu'on a mis en place, avec des très bons athlètes amis à l'époque. Donc c'est vrai que ça a permis cette facilité-là, on va dire. Donc pendant 2 ans, ça s'est fait. L'évolution des team trail a été assez difficile pour tout le monde. Donc après voilà, ça s'est fait naturellement où le poste n'a plus trop eu lieu d'être, on va dire. Donc j'ai rebondi rapidement sur cette autre marque avec la connaissance notamment de notre country manager, donc responsable de Soconi France, que je connaissais puisque c'est Eric Thomas qui était entraîneur de Christelle Donnet. Donc encore une fois, voilà, le milieu de la course à pied fait que il y a des contacts qui sont assez facilement. Donc voilà, candidature spontanée, on va dire, et qui est bien tombé. Donc bon, pour moi le hasard n'existe pas et c'est souvent un hasard organisé, on va dire. Donc ça s'est fait que voilà, je suis arrivé au bon moment où j'ai commencé en tant que responsable d'animation dans les magasins pendant 1 an et demi au sein de Soconi, et puis j'ai basculé sur le poste de commercial sur le secteur nord de la France. Alors donc tu parcours beaucoup de kilomètres. Voilà. Beaucoup de kilomètres, beaucoup de traces Strava, beaucoup de kilomètres dans des endroits différents, qui fait aussi, je pense, qui me fait aussi continuer parce que je découvre aussi, donc je prends la course à pied aussi pas uniquement, comme je disais, performance, mais cette découverte de nouvelles régions où voilà, j'essaie à chaque fois d'aller dans des coins que je connais pas pour m'entraîner, donc entre la Bretagne et l'Alsace en passant par Paris et le Nord, ça fait un secteur assez important où voilà, je peux faire des entraînements différents toutes les semaines et tous les jours. Donc tu gardes contact avec le monde de la course à pied. Tu aurais pu tout simplement arrêter et reprendre avec ton brevet d'état d'accompagnateur en montagne et d'entraîneur, mais tu as voulu quand même garder un pied dans ce monde-là? Oui, parce que ça s'est fait naturellement. Comme j'ai dit, voilà, il y a eu des opportunités. Donc des fois, c'est vrai qu'on peut réfléchir, mais il faut pas réfléchir trop longtemps. Encore une fois, là, je regrette rien du tout. Les vacances sont orientées sur la montagne, donc je retrouve la montagne à ces moments-là. Et puis après, c'est vrai que depuis 2009-2010, où voilà, je suis bien ancré, un enfant, un deuxième enfant aussi en 2017, donc ça fait qu'après on a cette vie de famille en Sarthe qui fait que on est attaché aussi à tout ça, qu'on part pas comme ça comme on veut ailleurs. Maintenant, on l'a, après moi un peu plus peut-être, cette idée de pourquoi pas un jour retourner en montagne. Après c'est la montagne, oui, pas forcément y travailler, mais c'est être dans un pays peut-être avec un peu plus de relief que la Sarthe, histoire de varier les activités encore un peu plus, même si on a vraiment un beau terrain de jeu là où on est. Et au niveau de Soconi, est-ce que tu es juste là pour promouvoir en tant que commercial la marque, ou est-ce que lors de la réalisation d'un produit, de ton expertise de sportif de haut niveau, on te demande de jeter un regard sur des prototypes, sur des créations? Est-ce que c'est quelque chose qui intervient dans ton champ de compétences?
Alors pas pour l'instant, parce que c'est vrai qu'on les laboratoires et toutes les équipes de recherche sont à Boston aux États-Unis, mais on a des rendez-vous avec certains membres sur certains produits pour qu'on puisse donner notre avis aussi sur les dernières sorties. Donc c'est voilà, c'est des évolutions aussi qui peuvent être qui peuvent se faire au sein de la marque. Pour l'instant, c'est vrai que le côté commercial me plaît bien. On est vraiment, voilà, je dirais que ça fait 2 ans et demi, mais il y a encore à faire sur le terrain. Il y a encore, voilà, une marque à faire grandir parce que voilà, on n'est pas forcément connu de tous hors running, on va dire. Et puis il y a ce lien avec les différents magasins qui est quand même assez agréable parce que c'est pas, il y a le côté commercial, oui, mais quasiment tous les magasins, tous les responsables de magasins sont pratiquants ou l'ont été ou partagent cette passion de la course à pied. Donc on a ce point commun, on va dire là-dessus, en dehors de l'échange vente chaussures uniquement. Donc que ce soit des anecdotes ou là des choses qui se passent dans chaque secteur. Donc moi ça me plaît bien d'évoluer dans ce milieu-là en tout cas. Alors moi qui suis équipé de Mizuno, donc marque que tu connais très bien, comment tu pourrais me faire basculer chez Soconi si je devais voilà, franchir les portes du magasin Running Conseil? Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme avantage à basculer chez Soconi? Bah les essayer, c'est les adopter. Après, voilà, je suis pas forcément là pour mettre en avant la marque. Il y a plusieurs marques qui se valent sur le marché et ça les magasins sont conscients. Après, voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à courir avec ces produits. On associe le confort, le dynamisme, donc c'est un très très bon compromis. Et on a une variété de produits dans la gamme qui permet voilà d'équiper tout type de coureur. Donc celui qui veut être performant, celui qui cherche voilà les chronos, puisque on a des très bons produits avec notre mètre carbone. Et on a des produits très confort pour la personne qui veut faire des sorties longues, tranquilles, et une gamme trail aussi vraiment complète. Donc il faut aller en magasin, passer le pied dedans et puis en général on a 90% des personnes qui les essaient qui reviennent les chercher donc c'est plutôt bon. Bon, à tester pour les prochaines paires. Les prochaines exactement. Alors, avec cette plaque carbone, toi qui as connu différents types de chaussures, tu as vu l'évolution des modèles au fil des années. Qu'est-ce que tu penses de cet apport de la plaque carbone et de la diffusion sur l'ensemble des chaussures? Est-ce que c'est des chaussures de tricheurs? Ce que je pouvais lire sur un article ce matin. Attention, chaussures de tricheurs. Est-ce que tu valides ou est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices sur cette plaque Ça carbone? dépend comment on place la triche, mais pour moi non, c'est pas des chaussures de tricheur. On est dans une évolution technologique. Alors moi-même le premier, hein, je suis réticent et je sais très bien ce que ça apporte comme bénéfice que ce soit sur un 10 semi et marathon. On a nos études qui sont faites en laboratoire là-dessus. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ces produits, donc on sort pas non plus une chaussure de nulle part. Elle est travaillée. Donc il y a cette évolution. Je pense que moi, j'ai l'exemple d'autres disciplines comme le vélo où quand le carbone est arrivé, ça n'a pas fait de bruit et pourtant il y a un gain énorme depuis avec ces vélos-là. Donc on est malheureusement nous dans peut-être la mauvaise période où on se dit oui, avant on faisait ça, maintenant avec ça c'est facile. Effectivement, on gagne 3 minutes sur marathon. Donc voilà, il faut prendre les performances en connaissance de cause. Je pense dans 5-6 ans, ou même moins, hein, mais la plaque carbone sera banalisée et puis on aura oublié un petit peu ce qui se sera passé avant. Mais on est encore dans cette période de transition où certains sont contre, certains sont pour, certains savent pas trop. Le bénéfice il est là. Effectivement, on peut dire que c'est un dopage naturel. Après, il faut juste être conscient de ce que ça apporte, et puis savoir ce qu'on a fait avant, savoir ce qu'on fait avec, et puis maintenant, on voit tous les athlètes de haut niveau s'entraîner et courir en compétition avec. Donc maintenant, ça va peut-être plus banaliser, d'autant plus que toutes les marques arrivent, toutes les marques vont arriver avec des produits qui seront bons. Donc voilà, tout le monde l'aura et puis ça fera partie de la panoplie du coureur. Ça sera peut-être sa chaussure qu'on met pour la compétition.
comme pour la compétition, on met un short et un débardeur, on aura aussi sa paire de carbone. Donc ça, il faut quelques temps pour l'accepter, mais je pense que on y viendra. Alors même si c'est très récent dans l'approche, ces plaques carbone, est-ce que toi, dans les athlètes que tu encadres, tu as constaté ou ils t'ont fait des retours sur des bénéfices au niveau chronométrique, ou est-ce que c'est pas significatif aujourd'hui? Oui, non, il y a aucune question même à se poser là-dessus. Les bénéfices, ils y sont. On a des preuves dès qu'on regarde les résultats de 10 km où il y a de la densité, on voit très bien les athlètes qui plafonnaient. Je dis des chronos parce que je m'intéresse peut-être plus à ce type d'athlètes qui sont aux alentours des 30 minutes et puis d'un coup, ils gagnent 30, 40 secondes, alors que ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas fait moins de 30 minutes au 10 bornes. Donc voilà, après il faut juste se dire, ouais, je me suis entraîné, mais c'est pas tout, quoi. C'est voilà, la chaussure elle est là, sur semi-marathon, sur marathon, on a des bons Français qui ont fait des bonnes performances ces derniers temps. Maintenant c'est voilà, si on enlève leurs chaussures, ils sont dans des bons marathoniens des années 80. Donc après voilà, je sais pas si je vais me faire des amis ou ennemis avec ça, mais je pense que c'est un fait et puis il faut l'accepter. Genre les données elles sont là. Nous on a encore une fois plusieurs données vraiment de laboratoire avec des tests entre les chaussures, entre les unes, les autres. Donc il y a un gain de performance, mais à savoir que sur une même allure, on a une dépense énergétique qui est moindre. Ce qui veut dire qu'un coureur lambda, après alors les chaussures en carbone sont pas encore adaptées à tous les types de coureurs, mais si le carbone s'insère un peu partout, peut-être qu'on aura une chaussure qui va permettre à un débutant de courir 1h15 à 12 à l'heure plutôt que courir 1 heure à 12 à l'heure avec la même dépense énergétique. Donc c'est un accompagnement à l'effort, c'est encore une fois de la chaussure fait pas tout, mais on a des vélos maintenant qui sont de plus en plus performants, où c'est vrai qu'on le sent quand on change de vélo entre un qui a 10 ans et un de l'heure actuelle. Donc voilà, c'est des petites évolutions qui font partie du monde du sport. Après ça enlève en rien l'effort physique. Là on est sur quelque chose on va dire d'une élite. Une élite, ça concerne une élite, quoi, ce gain de performance, même si il y a beaucoup, et on en parle beaucoup, mais c'est rien du tout, quoi. Oui, il faut toujours mettre un pied devant l'autre, et il y a toujours une notion d'entraînement et d'effort à mettre en place. Ouais. On ne pourra pas s'y soustraire. Ouais. Pour 2021, qu'est-ce qui est programmé donc dans ton agenda en course? Là, ça reste un peu flou. Au niveau des crosses? Au niveau des crosses, on a une date le 24 janvier. Maintenant, je vois mal comment les crosses vont repartir si le milieu de la restauration, du spectacle, etc. ne repart pas. Donc voilà, pas par soutien, hein, mais je dirais que ça c'est un petit peu mal vu de se dire on n'a pas nos départementaux de cross pendant ce temps-là. Enfin c'est notre loisir, on va dire, pour nous. Qu'il y ait des courses comme ça s'est fait pour des athlètes de haut niveau, pour des athlètes qui ont des objectifs de JO, qui ont des types de sélection, c'est très bien. Après voilà, il faut faire un choix de course. On pourra pas être 500 sur une ligne de départ pour l'instant pendant quelques temps. Donc voilà, il faut accepter. Je suis content d'avoir passé mes belles années pour ça aussi, parce que je cache pas que voilà, si c'était ne serait-ce qu'il y a 4 ans quand je me préparais pour ma première saison master où j'espérais un podium aux France, je l'aurais très mal vécu. Maintenant voilà, maintenant on est dans une situation qui fait que voilà, on n'a pas trop le choix. Je pense que si tout le monde sans donner de leçons parce qu'on en est partout, hein, mais voilà, si tout le monde est responsable, je pense qu'on s'en sortira et on retrouvera le dossard sur notre maillot dans quelques temps. Personnellement, voilà, j'espère quand même qu'il y aura des crosses, tant pis qu'il n'y en a pas. L'UTMB, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est en fin août. Et puis après, ce sera des courses ou des préparations ou autres. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'on avance un petit peu en aveugle. L'entraînement est là, donc ça m'empêche pas d'aller 5-6 fois la semaine. Donc de toujours garder cette motivation là avec des fractionnés,
des différents entraînements, une progression dans l'entraînement. Donc voilà, on essaie de garder le cap aussi. Et tu varies les supports pour ces entraînements? Enfin, tu fais de la piste, un peu de chemin, un peu de route? Je dirais que la piste, ça fait longtemps que je l'ai abandonnée. J'y reviens de temps en temps quand tout va bien, quand je sais que je suis pas trop mal, parce que j'aime me faire plaisir sur piste. Donc pour faire plaisir, il faut aller vite. Voilà, quand on a couru vite sur piste, on peut pas revenir à courir lentement sur piste. Donc il faut que je sois à bon niveau. Et je dirais que ce qui permet aussi de peut-être, je reviens sur cette entre guillemets longévité, c'est aussi d'être à un moment donné d'avoir pris du recul et d'avoir fait beaucoup de choses en nature. Donc ça peut être des portions de route balisées, ça peut être différentes forêts, des chemins, mais qui font que psychologiquement, on enchaîne plus facilement les séances, musculairement on récupère mieux aussi. Donc c'est un tout, et voilà, c'est un petit peu là-dessus que je m'appuie et que j'appuie la base de mon entraînement, quoi. Donc après, de varier ce côté-là, mais pouvoir faire une belle séance de piste, j'ai toujours autant de plaisir à la faire. Tu pratiques d'autres sports, du vélo, natation, des choses comme ça? Je suis pas trop nageur, je suis pas trop natation, donc je suis plus vélo. Donc c'est vrai que la belle saison, oui. C'est encore une fois, c'est la météo qui va dicter. Donc des bonnes sorties à vélo, c'est assez agréable parce que ça permet d'aller découvrir d'autres choses que les forêts autour de chez soi. Et le VTT un petit peu plus depuis cet automne où on a eu un bel automne aussi, et ça a permis de découvrir une activité un peu différente. Donc et puis après c'est aussi dans l'idée de durer physiquement, on va dire, parce que c'est vrai que ça, au lieu de faire 6-7 entraînements à pied, faire 5 entraînements à pied plus un vélo, ça permet de compenser, de travailler de la même manière, je dirais, mais voilà, de maintenir aussi musculairement, articulairement et tout ça le corps en bon état, quoi. L'alimentation pour toi est aussi un point essentiel? Parce que en tant que commercial, c'est peut-être pas simple non plus de gérer son alimentation, de soigner quand on est à droite, à gauche, sur la route. Est-ce que tu arrives justement à être Bon, rigoureux? c'est des envies, encore une fois. L'éducation de l'enfance y a été pour beaucoup. On a eu naturellement une alimentation équilibrée qui fait que j'ai toujours ce besoin simplement, hein, de fruits, de légumes, de varier l'alimentation, et que je peux pas manger un sandwich tous les midis, ni aller au resto tous les jours. Ça, j'arrive pas. Donc j'essaie de reproduire même sur la route, d'anticiper un petit peu. Après, juste une question d'organisation. C'est comme l'entraînement. C'est vrai que certains me se demandent comment je peux caser, mais voilà, quoi, ça s'organise, et on se couche un peu plus tôt, on se lève un peu plus tôt, on prend le temps sur le temps du midi pour aller s'entraîner. Voilà, après c'est chaque jour est une petite organisation à mettre en place, mais c'est ce qui fait que ça passe très bien, quoi. Alors, dans cet emploi du temps chargé, est-ce que tu arrives encore à encadrer des personnes sur la montagne, sur des stages? J'ai vu que tu avais proposé des stages donc en montagne. Est-ce que ça, c'est des choses que tu arrives encore à faire, ou là, l'agenda professionnel est trop compliqué à caler avec Alors l'emploi du temps familial? c'est plutôt par rapport à l'emploi du temps familial. Je pense que caser des week-ends de temps en temps, ça pourrait se faire. Maintenant, c'est vrai que je m'absente quand même quelques parties d'année, donc c'est pas toute l'année non plus, mais c'est vrai qu'il y a des semaines où c'est lundi au vendredi, mardi au jeudi, donc entre 3, 4, 5 jours au maximum. Donc c'est pas pour repartir le week-end, non, ça non. Donc l'envie ne serait pas la même, et puis voilà, quoi. Après c'est le plaisir de revenir à la maison. Mais voilà, je sais que c'est dans un coin de la tête aussi. Je suis toujours à l'écoute de ce qui se fait, de toutes ces organisations, de stages et autres. Il y a pas mal de choses qui se développent. Donc voilà, je dis pas, hein, que je finirai commercial non plus. Mais voilà, c'est comme j'ai dit, hein, la montagne elle bouge pas. C'est une autre passion. C'est voilà, quand on peut lier les deux, c'est tout ensemble, c'est peut-être l'idéal. Donc voilà, faut prendre le temps, et puis on verra de quoi sera fait l'avenir, quoi. Donc pour 2021, quand même un programme chargé. Une préparation pour l'UTMB, ça se monte à partir de quelle date? Combien de mois avant l'échéance, toi qui as l'expérience? Elle commence là, hein, parce que là je viens de recevoir un mail pour me réinscrire avec comme il faut. Donc j'ai le côté psychologique
compte beaucoup parce si on dit demain fait 160 bornes, ben non. Par contre, dans 6 mois, on a le temps de se l'imaginer déjà, donc ça c'est une chose, de se préparer, de préparer le séjour. Et puis après, comme je disais, ce que j'aime bien, c'est remonter un petit peu en amont de cet objectif et mettre la préparation en place. Mais elle commence par une préparation cross ou pas cross, hein, mais par une préparation de ce type de travail avec un travail de vitesse, de renforcement musculaire et tout ça. Et puis petit à petit, on va faire du spécifique. Après, je suis plus, c'est là aussi c'est la différence. Je suis plus avec le même état d'esprit d'il y a 15 ans. Avec voilà, c'est l'entraînement à tout prix. Voilà, si je fais que si j'ai que 2 heures pour faire un entraînement, bah je prendrai 2 heures, alors que je sais très bien qu'il aurait peut-être fallu 3 heures et demie pour bien faire. Voilà, c'était les petites choses vont être différentes. C'est pour ça que j'essaie aussi, plus ça va, bah, de m'y prendre un peu plus tôt, parce que je sais que les préparations sur 2, 3 mois, il y aura certainement 2, 3 semaines en tout où bah ça sera pas ce qu'il faut. Donc du coup, je préfère travailler un peu plus en amont, anticiper, trouver des petits objectifs intermédiaires qui me rapprocheront de cet objectif-là. Et puis après c'est voilà, c'est une expérience encore une fois personnelle. Donc voilà, j'ai pas la pression à droite à gauche d'un sponsor ou d'un résultat à faire automatiquement. Donc voilà, c'est moi qui me mets entre guillemets dans cette galère. Donc je suis responsable et j'essaie de faire au mieux pour y arriver le mieux possible, on va dire. Alors c'est vrai que c'est pas simple non plus, au vu de la topographie de ta région, de trouver du dénivelé. Comment on peut optimiser une préparation pour un UTMB quand on habite dans une région, alors qui comme la mienne, hein, le Loiret, c'est relativement Ouais. plat. Toi, pour la Sarthe, c'est pareil? C'est plat. Alors après, comme je dis et comme par expérience d'athlète que j'ai pu voir, côtoyer de près, on a une Nathalie Mauclair aussi qui est championne du monde, qui a remporté l'UTMB, qui est sartoise, un Eric Clavry qui a fait un top 5 sur une UTMB ou une Diagonale des Fous et qui habite près de Nantes. Donc après, c'est un entraînement qui va être un petit peu différent, avec des répétitions effectivement bah, pour arriver ne serait-ce qu'à 1 kilomètre vertical, il faut en faire. Après, il faut peut-être organiser, enfin pas peut-être, mais il faut, pour bien faire, organiser de temps en temps ben, un petit séjour de 3 jours dans alors là, bah, le Massif Central, c'est plus proche de nous. Mais voilà, c'est ça. Et après, je dirais que c'est le facteur endurance qui est important. On a beau être bon grimpeur, on a beau être bon descendeur, si à un moment donné on a plus ce qu'il faut dans le sang pour alimenter le corps, ben on n'avance pas. Donc ça se travaille et ça se travaille ben sur tout type de terrain, sur tout type d'activité. Donc c'est là où ben, l'importance de la multi-activité et la possibilité sur le trail est plus importante que sur une autre discipline, parce que on peut enchaîner 2 heures de course, 3 heures de vélo. Ça passera beaucoup mieux qu'une sortie de 4 heures à pied et on aura quasiment les mêmes avantages. Donc après voilà, il y a aussi un travail à vélo où on peut travailler en fonction des différents braquets qui peut compenser le manque de dénivelé, du renforcement musculaire naturellement. Donc voilà quoi, des petites choses qu'il faut peut-être plus faire, qui sont plus rébarbatives. Et c'est vrai qu'il faut voilà pour là-dessus un peu plus de mental, je dirais, pour y arriver. Donc après, encore une fois, on fera avec les moyens du bord. Tu seras équipé de Soconi pour cette UTMB? Oui, possible, et j'espère d'une nouvelle chaussure trail donc qui arrive au mois de juillet. Donc si tout va bien, voilà, j'espère pouvoir la tester sur cette UTMB en grandeur nature. Donc ça sera assez sympa. Bon, bah Benoît, on te souhaite le meilleur pour cette année 2021 avec, bah, je l'espère, la possibilité de t'exprimer sur les crosses et d'aller titiller bah, de très belles places au niveau des championnats de France, ce qui voudra dire que l'épidémie sera en phase de déclin. Et puis, bah, un grand merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Sur quel support, réseau social, on peut te retrouver si les gens souhaitent te contacter? Voilà, j'aime bien suivre. Je suis pas forcément quelqu'un qui publie beaucoup de choses, mais j'ai les réseaux classiques que sont Instagram, Facebook, Strava notamment. Voilà, c'est toujours intéressant, comme je dis, d'échanger au niveau d'entraînement, de voir ce qui se fait. Moi, je j'ai rien à cacher, donc je publie mes séances, donc ça permet de donner des fois des idées au cas où. Donc voilà, tous ces réseaux sont utiles, pas uniquement pour se montrer, mais pour échanger. Donc voilà, c'est profiter. Merci à toi en tout cas, et puis bonne année 2021 également.
Ben, merci à toi. Au plaisir de te recroiser peut-être sur une future course. Et puis, prochaine chaussure, alors j'irai voir Pascal pour qu'il me fournisse la bonne chaussure N'hésite pas. Saucony. Ne pas hésiter. Je le préviens en avance. Ça marche. Un À grand très merci à bientôt. toi. Et puis, Merci. pour les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.